Bonjour à tous et merci pour cette invitation à donner une conférence dans ce domaine passionnant mais difficile, comme l'a rappelé Éric Brucker. Donc, voilà, donc il m'a été confié de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'essayer de voir comment on peut, à partir d'un niveau de preuve défini, élaborer des recommandations de santé publique. Seulement, je vais avoir besoin quand même de redéfinir un certain nombre de concepts qui ont déjà été remarquablement illustrés précédemment, mais pour essayer de ne pas vous perdre en route et de voir un petit peu qu'est-ce qui est important, quelles sont les options, quels sont les intérêts, les limites de différentes approches. En restant encore un petit peu sur sa diapositive, donc voilà, c'est le processus là-bas qui va nous intéresser, mais je voudrais reprendre un petit peu cette notion de facteur de risque et de protection, voir un petit peu quelles sont les modalités possibles d'évaluation du niveau de preuve, et puis effectivement ce qui va pouvoir nous permettre après d'élaborer les recommandations. Alors une première notion, c'est que le risque, c'est une probabilité. Probabilité de survenue d'un événement, que ce soit une maladie, un décès, à un instant donné ou pendant une séquence de temps. Ce qui fait qu'un facteur de risque, c'est un facteur qui va augmenter la probabilité de survenue de l'événement. C'est une variable en épidémiologie que l'on va considérer comme statistiquement liée à la maladie et pouvant présenter un lien causal avec celle-ci. Diapositive suivante. Donc va se poser le problème ensuite de la relation entre le risque et la certitude, du risque et de la causalité. Alors si on aborde cette problématique risque-certitude, on voit que le risque n'est pas une certitude, c'est une probabilité. Il implique une circonstance particulière, dans certains cas. Il est en tout cas évaluable de manière quantitative grâce à l'épidémiologie. Ensuite, sur l'autre versant, la causalité, elle, c'est une exigence de certitude. Et on aura du mal à l'évaluer, la mettre en évidence. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans le domaine de la santé, la causalité est complexe. Vous savez que la plupart des maladies chroniques sont des maladies multifactorielles, et ce qui veut dire qu'elles sont liées à un ensemble de facteurs, chacun représentant une part de la cause, chacun de ces facteurs pouvant être considérés alors, entre guillemets, comme facteurs de risque. Donc vous voyez que c'est tout un ensemble de paramètres qu'il va falloir évaluer. Exemple de maladies chroniques, multifactorielles, vous voyez des facteurs individuels sont impliqués, tels que âge, le sexe, le terrain, génétique, épigénétique, le statut hormonal, les milliards de bactéries qu'on héberge, les facteurs comportementaux, tels que le tabagisme, la nutrition, la sédentarité, que l'on peut aussi considérer comme plus ou moins impliqués dans l'équilibre nutritionnel, les facteurs environnementaux, etc. Donc ça va être délicat, si on s'intéresse à la nutrition, de faire la part de ce facteur de manière bien spécifique. Il faudra essayer de contrôler le plus possible tous les autres facteurs. La nutrition a un intérêt en santé publique, c'est qu'elle fait partie des facteurs modifiables, mais elle aussi, elle va être compliquée à étudier en tant que telle parce qu'elle peut avoir de multiples interactions avec notre terrain génétique. Les différents facteurs nutritionnels peuvent exercer des facteurs additifs, voire multiplicatifs, entre eux, voire avec d'autres facteurs environnementaux ou bien individuels. Diapositive suivante. Alors, ce qui nous intéresse dans la causalité, c'est réellement relier un facteur donné à la maladie. Donc, il peut y avoir, dans certains cas, une relation causale proprement dite, mais il faut se méfier des relations de causalité inverse. Dans certains cas, effectivement, on observe qu'un facteur de risque est présent, enfin un facteur est modifié, est associé à la maladie, mais ça peut être la maladie qui cause la modification du facteur et pas l'inverse. La relation peut être due simplement à une erreur aléatoire, donc au hasard, à une erreur systématique, un biais introduit par la méthodologie, ou bien à un effet de confusion lié à une autre variable que l'on n'a pas analysée et qui, elle, est responsable de la relation avec la maladie. Donc, prudence dans l'interprétation de ces relations. Alors, comment va-t-on faire ? On va faire de la recherche, on va utiliser de nombreuses méthodes, mais malheureusement, aucune méthode
ne peut suffire à elle seule pour établir une relation de causalité. Chacune a des avantages et des limites, ce qui a été très bien illustré par Éric Brucker précédemment. Alors si on prend les études cas témoins, donc vous voyez, on prend des gens qui souffrent d'une maladie, on les compare à un groupe de personnes qui n'ont pas de maladie, on les interroge sur ce qu'ils ont consommé, leur exposition à de multiples facteurs dans le passé, et ensuite on va essayer d'établir une relation. Eh bien, cette façon de procéder, elle est extrêmement utile pour les maladies rares. Elle permet d'analyser plusieurs facteurs de risque pour une même maladie, mais pas pour plusieurs maladies. Elle exige des périodes de latence assez longues. Souvent, on a un recours à un échantillon de taille limitée. Les résultats sont rapidement acquis et le coût est relativement faible par rapport à d'autres approches. En revanche, cette approche, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour des expositions rares, puisque là, on va avoir un échantillon limité et on risque de passer à côté de l'exposition. Ça ne sera pas adapté non plus pour étudier simultanément l'influence sur plusieurs maladies, puisqu'on fixe des cas de maladie, une maladie particulière. On va aussi fixer l'incidence de la maladie, donc on ne va pas avoir une véritable approche du risque, mais on va l'estimer par l'intermédiaire de l'odds ratio. Et puis il peut y avoir des biais de sélection, biais de mémoire, surtout lorsqu'on interroge les gens sur ce qu'ils ont consommé 10 ou 20 ans plus tôt. Étude de cohorte, là cette fois-ci on prend une population très large qu'on va suivre longtemps et on va mesurer l'incidence de la maladie dans une fraction de la population. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir suivre toutes sortes de maladies, pour peu qu'on se donne les moyens de les qualifier. Ce sera adapté à des expositions rares. On aura l'assurance d'avoir une bonne séquence chronologique entre l'exposition qui précède la maladie, ça c'est très important. On va pouvoir limiter des biais de sélection et de mémorisation et mesurer un risque véritable, une estimation de risque véritable. En revanche, ces études sont peu performantes pour les maladies rares, parce qu'il va falloir attendre très longtemps, avoir une population très, très importante, et quelquefois on n'y arrivera même pas. On peut avoir aussi des biais de sélection, suivant la population volontaire qui a participé à l'inclusion. On peut aussi avoir, au cours de ce long suivi, un changement de statut vis-à-vis de l'exposition nutritionnelle en particulier. Des perdus de vue qu'il va falloir essayer de limiter, et ces études sont, puisqu'elles comportent énormément de sujets, elles sont longues et coûteuses. Les études d'intervention, vérification chez l'homme de l'association suspectée entre le facteur protecteur et le risque de maladie. Donc vous voyez, on prend une population définie. Ensuite, on fait les groupes les plus comparables possibles et on va à l'un de ces groupes, si possible, donner un placebo et à l'autre le traitement ou le facteur nutritionnel à étudier et comparer ensuite les résultats. Donc là, on a la possibilité de mieux contrôler le facteur étudié et de contrôler aussi les facteurs de confusion grâce à la randomisation. Cependant, ce type d'étude n'est pas réalisable dans le cas des facteurs de risque pour des raisons éthiques. Il n'est généralement pas possible non plus en nutrition. En nutrition aussi, c'est quasiment impossible d'expérimenter en double aveugle. On a aussi des temps de suivi qui sont longs, avec le risque de perte de vue et donc de biais. Souvent, on a besoin aussi, pour des maladies qui ont longtemps de latence, de recourir à des biomarqueurs d'effet, ou de vérifier aussi avec des biomarqueurs d'exposition que, on a une bonne appréciation de l'exposition nutritionnelle. Et ces études représentent un coût très important. Alors en épidémiologie, il est souvent utilisé aussi un autre type de recherche qui est la méta-analyse, qui consiste à, on l'a vu dans plusieurs exemples précédemment, qui consiste à retraiter statistiquement les résultats d'études déjà publiées. Donc vous avez ici la valeur 1 qui indique une absence d'effet. Toutes les études qui auront un risque relatif inférieur à 1 seront en faveur d'une réduction de risque. Lorsqu'il est augmenté, il est supérieur à 1, c'est en faveur d'une augmentation du risque. Et lorsque l'intervalle de confiance traverse la barre 1, le risque de chaque étude est considéré comme non significatif, comme c'est le cas ici. Et vous voyez que, par exemple, cette méta-analyse
qui a retraité l'ensemble des données en tenant compte de la variance de chaque étude, permet d'obtenir une augmentation significative du risque qui a été étudié dans cette étude. Alors cette approche permet de faire une synthèse quantitative des données publiées. Elle doit suivre une méthode très rigoureuse. Elle offre une garantie dans ce cas-là de reproductibilité, d'exhaustibilité, de traçabilité également. Elle permet une meilleure estimation de la taille de l'effet et elle peut tenir compte aussi de la grande variabilité entre études. Donc ça se distingue très nettement d'une revue narrative où un expert, quel qu'il soit, peut décider de mettre l'accent plus particulièrement sur une étude qui montre un effet positif ou un effet négatif. Donc là, c'est une méthode objective. Les limites de cette approche, c'est les moyens importants que ça requiert et le temps. La qualité de la méta-analyse dépendra de l'existence d'études. Si on a très peu d'études, on ne pourra rien faire. De la publication, de l'éventuel biais de publication, parce qu'il est toujours difficile de publier des études qui ne montrent pas de résultats significatifs. Et ça, c'est au détriment de l'évaluation de l'ensemble de l'information. La qualité de la méta-analyse va dépendre aussi de la qualité intrinsèque des études. Si les études sont biaisées, le résultat final sera une synthèse de résultats biaisés. On peut opérer une sélection des études justement en analysant la qualité des études et en décidant de travailler uniquement sur ces études-là. Donc on a la possibilité de progresser aussi dans l'évaluation. Et quelquefois, on contacte les investigateurs pour essayer de récupérer des données qui n'ont pas été mises dans les publications. Alors, à côté de l'épidémiologie, il y a aussi l'approche expérimentale que l'on peut mettre en œuvre avec des modèles cellulaires et animaux. Ces approches ont aussi des avantages et des limites. Au niveau cellulaire, on simplifie le modèle et on a une possibilité d'approcher des mécanismes cellulaires et moléculaires. Seulement, on ne prend pas en compte la totalité des paramètres physiologiques et hormonaux. Donc, c'est difficile d'extrapoler certains résultats à l'organisme entier. Et puis, bien souvent, les chercheurs utilisent des doses très élevées qui sont loin de ce qui correspond à l'exposition chez l'homme. Dans le cas des modèles animaux, là, on a la possibilité de rajouter la dimension de l'organisme, donc ça, c'est important. Mais entre un homme et un rongeur, il y a des différences anatomiques, biochimiques, hormonales, de comportement alimentaire aussi, qui sont non négligeables. Il y a aussi le fait que ce sont des modèles qui sont des animaux très proches les uns des autres, qui ne représentent pas la diversité génétique que l'on trouve chez l'homme. Les doses utilisées sont souvent très importantes. Le protocole expérimental impose des conditions, des séquences d'exposition aux facteurs que l'on ne va pas nécessairement retrouver non plus dans l'exposition chez l'homme. Et quelquefois, pour aussi limiter l'usage d'animaux de laboratoire, eh bien, on recourt à des biomarqueurs intermédiaires dont la pertinence et la validité doivent être vérifiées. Alors, à partir de cet ensemble d'avantages et de limites de différentes études, on peut s'interroger sur la manière dont on va procéder pour qualifier le niveau de preuve. Donc, je vais vous reparler de l'evidence-based medicine. Je vais introduire une notion qu'on n'a pas encore abordée, c'est les critères de Hill et l'approche portfolio. Alors, on a vu que dans le domaine médical, on est passé à une transmission du savoir par l'expérience professionnelle, à une façon, cette fois-ci, beaucoup plus objective d'évaluer d'une part les connaissances actuelles et puis aussi de se former dans le domaine biomédical. Donc, ceci repose sur une lecture critique de la littérature disponible, la prise en compte des résultats et d'un niveau de preuve et une remise en cause permanente des connaissances. Dans différentes instances internationales, des grilles d'évaluation ont été produites. En France, en 2000, l'ANAES a proposé une grille d'analyse de la littérature et de gradation des recommandations. Diapositive suivante. Vous l'avez vu tout à l'heure en anglais, mais pour la version française, la classification est à peu près comparable, avec, vous voyez, des études classées dans le niveau 1, les essais comparatifs, les méta-analyses d'essais comparatifs randomisés,
qui correspondent à un niveau de preuve élevé, niveau A. Dans le niveau 2, on va trouver des essais comparatifs randomisés de moins grande puissance et les études de cohorte, avec un niveau de preuve classé B, présomption scientifique, et les autres études correspondant à un niveau de preuve faible. Et diapositive précédente, cette approche, on voit bien qu'elle n'est pas applicable à toute la nutrition, mais qu'elle va trouver tout son intérêt dans la nutrition clinique. En pratique, pour les autres champs de la nutrition, eh bien, que ce soit les facteurs de risque ou les domaines non cliniques, eh bien, on ne va pas pouvoir faire appel à des essais randomisés. Donc la causalité devra être approchée par une argumentation qui sera basée sur un faisceau de critères. Alors, quels sont ces critères? Ils ont été proposés en 1965 par un épidémiologiste anglais, Hill, qui avait été saisi par le Medical Research Council d'essayer de trouver des méthodes pour vérifier si l'épidémie de cancer du poumon qu'on observait à cette époque était liée au tabagisme ou pas. Diapo suivante. Donc, Hill a proposé 9 critères. 4 d'entre eux sont internes aux études épidémiologiques qui sont examinées et qui peuvent apporter une démonstration de l'existence d'une association statistique entre l'exposition et la maladie. On va faire attention donc à la force, c'est-à-dire l'intensité de l'association entre le facteur et la maladie, l'existence d'un gradient biologique, c'est-à-dire une relation dose-effet, une spécificité, mais ce marqueur-là, ce critère-là est moins utilisé parce que c'est très difficile de trouver un facteur qui va être spécifique d'une maladie. En fait, il peut intervenir sur différentes maladies différentes. La temporalité est importante. L'exposition doit précéder la maladie. Diapo suivante. Et là, vous avez 5 autres critères qui sont, eux, externes à l'étude prise en considération. C'est-à-dire que là, on va regarder tout ce qui a été publié à côté et voir si on a une concordance entre l'étude considérée et les résultats d'autres études menées sur des plans avec des méthodes différentes, dans d'autres régions du monde, sur d'autres populations, à des périodes différentes. S'il y a une plausibilité biologique et une évidence expérimentale, s'il y a une cohérence par rapport à l'histoire naturelle de la maladie, éventuellement s'il y a une analogie avec d'autres relations qu'on a pu déjà observer. Diapositive suivante. Donc finalement, vous voyez que dans le domaine de la santé publique et en nutrition, on ne va pas pouvoir toujours s'appuyer sur un seul type d'étude, d'où l'importance de recourir à tout un ensemble de résultats disponibles. Lorsqu'on pourra faire des études d'intervention, on le fera. Dans certains cas, on pourra, pour les facteurs de risque ou l'alimentation complexe, faire des essais de prévention en essayant de réduire les facteurs de risque, par exemple. Et au final, pour évaluer le niveau de preuve, il va falloir mettre en œuvre une démarche d'expertise scientifique collective avec une méthodologie rigoureuse prédéfinie, évaluer l'ensemble des données disponibles et ainsi faire le point des connaissances et éventuellement élaborer des recommandations. Et ceci est applicable à la prévention nutritionnelle et à l'établissement de recommandations pour la santé publique. Vous avez ici des exemples d'application de cette approche portfolio, par exemple pour les Dietary Guidelines pour les Américains, publiés en 2010, où il a été réalisé une revue systématique de toute la littérature, et en plus d'autres approches complémentaires pour modéliser les profils alimentaires, prendre en compte un certain nombre de rapports existants. Cette approche est recommandée par l'EFSA pour l'élaboration de recommandations alimentaires basées sur les aliments, où il est recommandé pour les relations nutrition-santé de se référer au rapport d'expertise collective internationale de grande qualité produite par l'OMS, le WCRF et l'AICR, l'IOTF ou l'EFSA, et dans certains cas spécifiques, éventuellement faire des revues particulières. C'est aussi l'approche qui est recommandée pour l'élaboration des allégations santé, où on ne s'appuie pas uniquement sur un type d'étude, mais sur la revue exhaustive des données disponibles chez l'homme, l'animal, in vitro, et où il est demandé de faire un résumé des études pertinentes. Donc vous voyez que finalement, on est amené
de plus en plus, dans ce domaine de santé publique, de faire des revues systématiques et si possible des méta-analyses. Donc c'est une approche qui est lourde, qui est exigeante. La revue systématique en tant que telle, elle demande d'avoir élaboré des requêtes bibliographiques, d'avoir su les élaborer, parce que ça ne s'improvise pas, c'est toute une technique où les requêtes doivent être validées, on doit vérifier qu'on a des résultats satisfaisants qui sortent de ces requêtes. On doit identifier toutes les références bibliographiques qui sont fournies, définir des critères d'inclusion des articles. Alors, ceci ne veut pas dire sélectionner a priori des articles, ça veut dire clairement quelle est la question posée. Parce que, par exemple, si on définit une requête, on peut être amené à trouver 10 000 références bibliographiques. Donc après, on ne va pas toutes les lire. On va les sélectionner en fonction de la question qu'on se pose. Ensuite, sélectionner les articles en fonction du fait qu'ils répondent ou non à la question, quel que soit le résultat, qu'il soit positif, négatif ou non significatif, bien évidemment. Et ensuite, extraire les données, évaluer la qualité des études. Et ensuite, alors on peut s'arrêter là et faire une revue qualitative de la littérature, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin, de réaliser une véritable méta-analyse, donc un traitement statistique des données par type d'événement, par type de catégorie de consommation, en faisant des réponses doses, en faisant des analyses par sous-groupe. Et ça permet aussi d'évaluer l'hétérogénéité interétudes, d'évaluer aussi le biais de publication. Diapositive suivante. Donc là, vous avez une illustration de ce que l'on peut faire avec des méta-analyses, avec l'exemple de l'exposition in utero à l'alcool et le risque de leucémie chez l'enfant. Donc vous voyez ici un ensemble d'études cas témoins qui ont pu être identifiées, donnant des résultats pour le risque de leucémie aiguë totale chez l'enfant. Où vous voyez une hétérogénéité importante entre études. Et finalement, quand on réalise la méta-analyse, eh bien, on voit que le risque est de 1 à 11 et qu'il n'est pas significatif. Diapositive suivante. Après, si on sépare les résultats en essayant de tenir compte du type de leucémie, en prenant par exemple les leucémies aiguës lymphoblastiques, on voit que l'hétérogénéité est beaucoup moins importante, que tous les résultats sont resserrés autour de 1 et que là, clairement, il n'y a pas d'effet de cette exposition sur le risque de leucémie lymphoblastique chez l'enfant. En revanche, pour les leucémies aiguës myéloïdes, eh bien, il y a encore une hétérogénéité, mais on observe une augmentation significative. Et si on regarde après par sous-groupe, au sein de ces études-là, s'il y a des conditions particulières qui favorisent la mise en évidence de l'effet, eh bien, diapositive suivante, on voit que lorsqu'on prend la catégorie des très jeunes enfants, entre 0 et 4 ans, eh bien, toutes les études montrent une augmentation du risque. Et là, l'augmentation est beaucoup plus élevée et il n'y a absolument pas d'hétérogénéité. Diapositive suivante. Un autre exemple est celui de la mortalité dans les essais randomisés avec des suppléments antioxydants pour la prévention primaire et secondaire. C'est la fameuse étude de Bjelakovic qui a été présentée juste avant, où on voit que lorsqu'on fait la méta-analyse des études qui ont un risque de biais élevé, on aurait tendance à conclure à une diminution de la mortalité. Et si on fait ensuite une analyse de la qualité des études et qu'on traite les études uniquement de bonne qualité, eh bien, au contraire, on met en évidence une augmentation du risque significative. Diapositive suivante. Alors, si maintenant on prend l'exemple du domaine nutrition-cancer, on va voir un petit peu comment on peut procéder jusqu'à l'élaboration de recommandations. Donc, vous savez que le World Cancer Research Fund et l'American Institute of Cancer Research font une évaluation continue dans le domaine nutrition-cancer de la littérature qui est disponible. Il y avait eu un premier rapport en 1997, le suivant a été publié en 2007, et au cours de cette deuxième évaluation, eh bien, ils ont procédé en 2 temps, c'est-à-dire qu'ils ont fait d'abord une revue systématique des articles publiés, confié à des centres internationaux de réaliser les méta-analyses sur les études qui étaient éligibles. Les résultats ont été ensuite fournis à un panel d'experts indépendants qui a examiné les résultats de ces méta-analyses, mais aussi en détail la qualité des études, l'absence d'hétérogénéité interétudes, la cohérence des études dans leur ensemble et la plausibilité biologique. Et c'est ceci qui a permis ensuite de définir
facteur nutritionnel par facteur nutritionnel et cancer par cancer, le niveau de preuve convaincant, probable, limité ou absent, pour ensuite déboucher sur des recommandations dans le cas des 2 niveaux de preuve les plus élevés. Alors, vous avez un tableau qui récapitule ici l'ensemble des facteurs pour lesquels il y a eu des niveaux de preuve convaincants ou probables. Vous voyez que la liste est longue. Diapositive suivante, la liste également pour ceux qui correspondaient à une diminution de risque. Diapositive suivante. Le WCRF et la ICR se sont basés sur ces niveaux de preuve ensuite pour définir des recommandations pour la population mondiale. Bien évidemment, l'ensemble des facteurs qui ont été examinés correspondaient à toutes les expositions que l'on peut trouver dans le monde entier. Donc ensuite, comment peut-on faire au niveau d'un pays donné, d'une population donnée ? Eh bien, on peut s'appuyer bien sûr sur le rapport WCRF à ICR pour les niveaux de preuve scientifiques, mais ensuite il faut tenir compte de l'exposition de la population. Parce qu'il y a des facteurs pour lesquels certaines populations ne sont absolument pas exposées ou surexposées. Donc il va falloir opérer là un tri objectif et pertinent. Donc en France, sur la base de ces données de niveau de preuve, en tenant compte des données d'exposition disponibles grâce à un certain nombre de rapports, il a été possible de définir quels sont les facteurs qui sont pertinents en France. Diapositive suivante, et on arrive finalement à une liste de 8 facteurs, 3 facteurs protecteurs et 3 facteurs qui augmentent le risque de cancer. Diapositive suivante. Donc ensuite, on peut essayer d'aller encore un petit peu plus loin et d'analyser quel est le poids relatif de ces différents facteurs, quelle est leur pertinence sur différents critères. Qu'est-ce qui est important à prendre en compte ? D'une part, quel est le niveau de preuve qui a été établi pour un facteur donné et un cancer donné ? Il y aura un poids d'autant plus important que le niveau de preuve sera élevé. Ensuite, est-ce qu'il n'y a un seul cancer qui est concerné ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? S'il y en a plusieurs, ça a un poids plus important. Est-ce que le cancer est rare ou fréquent ? S'il est fréquent, ça a un impact potentiel important dans la population. Quelle est l'amplitude de l'effet, donc la force de l'association ? Là aussi, la pertinence sera d'autant plus importante que l'amplitude de l'effet sera élevée. Ce qui est important, nous venons de le voir, c'est l'exposition aux facteurs dans la population et aussi s'il s'ajoute des effets indirects. Parce que dans le cas, quand on essaie de mettre en évidence des relations entre un facteur et la maladie, on ajuste sur des facteurs de confusion, mais il peut y aussi avoir des facteurs qui sont des facteurs intermédiaires. Par exemple, l'effet des fruits et légumes, il a un effet spécifique, mais il a aussi un effet sur le risque de surpoids et d'obésité, surpoids-obésité qui augmente le risque de cancer. Et quand on va faire la recommandation, il faut intégrer les deux. Il ne faut pas uniquement tenir compte de l'effet spécifique sur certaines localisations de cancer, mais aussi ne pas oublier qu'il y a cet effet indirect via le surpoids et l'obésité. Diapositive suivante. Et lorsque l'on tient compte, finalement, on réexamine l'ensemble des facteurs identifiés, on s'aperçoit qu'ils sont effectivement pertinents pour la population française et que certains d'entre eux peuvent être réagrégés pour éviter de focaliser trop sur un facteur particulier, sachant qu'au final, tous ces éléments sont finalement les composantes d'une alimentation équilibrée et diversifiée, et que pour lutter contre le surpoids et l'obésité, eh bien, il faut jouer sur les 2 leviers, cette alimentation équilibrée et diversifiée et aussi sur l'activité physique. Donc vous voyez qu'il est important ensuite, en termes de recommandations ou d'objectifs prioritaires à l'échelle d'une population, d'essayer de prendre du recul et de voir qu'est-ce qui est prioritaire. Alors cette approche était qualitative, mais il est possible d'avoir une approche quantitative pour mesurer l'impact potentiel de mesures de prévention. Diapositive suivante. Pour cela, on a affaire à une méthodologie qui est d'évaluer le risque attribuable à un facteur donné pour une maladie donnée dans la population. Et ceci, vous voyez qu'il y a une formule un petit peu compliquée qui consiste à tenir compte du taux d'incidence dans la maladie que l'on peut traduire ensuite par une équation qui est fonction du risque relatif et de la prévalence de l'exposition. Donc finalement, le risque attribuable va dépendre de la force de l'association et de la prévalence de l'exposition. Ensuite, on va pouvoir passer au nombre de cas attribuables
en multipliant par le nombre de cas, par l'incidence. Donc, on va introduire un troisième paramètre qui va déterminer l'impact. Alors, dans le cas des cas attribuables, on va se baser sur l'exposition passée. À l'instant T, on va essayer de savoir quelle est la part des cancers d'aujourd'hui qui est attribuable à ce que les gens ont consommé ou à leur exposition par le passé. On explique finalement la part de ces cancers d'aujourd'hui. En prévention, ce qui est plus intéressant, c'est d'être prospectif, c'est-à-dire d'essayer d'estimer la part des cancers que l'on évitera dans le futur si on modifie l'exposition actuelle. Et là, les chiffres vont être différents puisqu'ils vont tenir compte de l'exposition aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors, c'est ce qu'a fait le WCRF et l'AICR en 2009 pour 4 pays, 2 pays développés et 2 pays en cours de développement. Et lorsqu'ils prennent en considération l'ensemble des facteurs nutritionnels qu'ils ont examinés pour 12 cancers parmi les plus communs, eh bien, ils estiment qu'il y a environ un tiers des cancers qui pourraient être évités si effectivement les populations appliquaient les recommandations qu'ils proposent, et un quart dans le cas des pays en cours de développement. Diapositive suivante. Donc, pour la France, on n'a pas encore ces estimations quantitatives. Ce sera peut-être le cas dans l'avenir, mais vous voyez qu'il y a quand même, ça donne un ordre de grandeur de ce qui est réalisable à l'échelle d'une population. Et puis ensuite, eh bien, il faut s'interroger sur la manière dont on peut être amené à formuler les recommandations. Le libellé est très important parce qu'on s'aperçoit que quand quelqu'un dit il est recommandé de, il est conseillé de, c'est pas compris de la même façon. Quand on dit il est recommandé de ne pas faire ceci ou il n'est pas recommandé de faire ceci, c'est pareil. Pour certains, il y a une nuance qui fait qu'il y a un niveau d'interdiction ou de permissivité qui va être différent. Donc ça, c'est très important de bien travailler autour du libellé. Ce libellé, il doit être aussi le reflet du niveau de preuve et du niveau de recommandation qui est basé sur l'état de la science. Et si possible, il doit le mentionner. C'est quand même préférable de savoir, effectivement, quand on a une recommandation, sur quoi on a pu s'appuyer. Et puis ensuite, il y aura des considérations de politique publique qui feront qu'on mettra en œuvre des actions ou on décidera de ne pas les mettre en œuvre, en tenant compte de rapports coût-efficacité, coût-utilité, en mesurant l'impact sociétal, la faisabilité aussi des actions et les implications juridiques et médico-légales de l'action ou de l'inaction. Je vous remercie.